Léon XIII. Article. Discussion. Lire. Modifier. Modifier le code. Voir l'historique. Outils. Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou tertiaires, septembre 2024. Pour améliorer la vérifiabilité de l'article ainsi que son intérêt encyclopédique, il est nécessaire, quand des sources primaires sont citées, de les associer à des analyses faites par des sources secondaires. Page d'aide sur l'homonymie. Pour les articles homonymes, voir Léon XIII et Pesci. Léon XIII. Image illustrative de l'article Léon XIII. Photographié par Braun et compagnie le 11 avril 1878. Biographie. Nom de naissance Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pesci. Naissance 2 mars 1810. Carpineto Romano, Empire français. Père Domenico Lodovico Pesci, d. Mère Anna Francesca Prosperi Busi, d. Ordre religieux Ordre des Frères mineurs de Saint-François. Ordination sacerdotale 31 décembre 1837 par le card. Carlo Odescalchi. Décès 20 juillet 1903, à 93 ans. Rome, Royaume d'Italie. Pape de l'Église catholique. Élection au pontificat 20 février 1878, à 67 ans. Intronisation 3 mars 1878. Fin du pontificat 20 juillet 1903. 25 ans et 5 mois. Précédent Pie IX Pix suivant. Cardinal de l'Église catholique. Créé. Cardinal 19 décembre 1853 par le pape Pie IX. Titre cardinalis cardinal prêtre de Saint Chrysogone. Évêque de l'Église catholique. Ordination épiscopale 19 février 1843 par le card. Luigi Lambruschini. Camerlingue de la Sainte Église romaine. 22 septembre 1877 20 février 1878. Précédent Filippo de Angelos Camillo di Pietro suivant. Archevêque de Pérouse. 19 janvier 1846 20 février 1878. Précédent Carlo Cittadini Federico Foschi suivant. Nonce apostolique en Belgique. 28 janvier 1843 19 janvier 1846. Précédent Raffaele Fornari Innocenzo Ferrieri suivant. Archevêque titulaire de Damiette, 2. 27 janvier 1843 19 janvier 1846. Précédent Giovanni Giacomo Sinibaldi Diego Plonetta suivant. Signature de Léon XIII. Blason. Lumen Ninclo. Une lumière dans le ciel, 1. En, notice sur www.catholic-hierarchy.org. Modifié. Vincenzo Gioacchino Pesci, né le 2 mars 1810 à Carpineto Romano et mort le 20 juillet 1903 à Rome, est le 256e évêque de Rome et donc, successeur de Pierre, et pape de l'Église catholique, qu'il gouverne sous le nom de Léon XIII, nom latin, Léo XIII, nom italien, Léon XIII, de 1878 à 1903. Il est enterré dans la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome. Son pontificat est l'un des plus longs de l'histoire, avec ceux de Pie IX et de Jean-Paul II. Ce pontificat est marqué par diverses initiatives, notamment 86 encycliques, la relance des études thomistes et surtout l'encyclique Rerum Novarum, 1891, consacrée à la doctrine sociale de l'Église catholique. Origine familiale. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pesci est né au palais Pesci, It, à Carpineto Romano, près de Rome. À la suite des victoires militaires de Napoléon Ier, cette partie de l'Italie centrale dépendait alors des 130 départements du Premier Empire français.
Il est le fils du comte Domenico Lodovico Pecci, 1767 à 1833, ancien colonel de Napoléon Ier, et de la comtesse Anna Prosperi Busi, 1773 à 1824, qui eurent 6 autres enfants, 3, dont le futur cardinal Giuseppe Pecci, 1807 à 1890. Les origines patriciennes de sa famille remontent avec certitude en 1531, lorsqu'Antonio Pecci, ancêtre à la 11e génération agnatique du souverain pontife, acquit dans les monts Lépins une petite terre dépendant de Carpineto. Ses descendants demeurèrent dans la région durant plus de 4 siècles. Dès le XVIe siècle, la famille Pecci compta plusieurs membres occupant des fonctions ecclésiastiques, un curial de la Rote, un protonotaire apostolique, un commissaire de la Révérende Chambre, 4. Formation et carrière de prélat. En octobre 1818, Vincenzo Gioacchino Pecci devient élève au collège des Jésuites de Viterbo V, avant d'entrer en 1824 au Collegium Romanum VI des Jésuites de Rome, avec son frère qui devint ensuite jésuite, ainsi qu'à l'université alors papale de la Sapience. Il poursuit ses études à l'Académie des nobles ecclésiastiques qui prépare les futurs diplomates du Saint-Siège. Réputé studieux et travailleur, il est reçu docteur en théologie en 1831. Il est ordonné prêtre le 31 décembre 1837 par le cardinal Odescalchi II. Ses qualités universitaires le font remarquer par le cardinal Lambruschini qui le présente au pape Grégoire XVI. Il est bientôt nommé prélat de sa sainteté, 2. Fonction diplomatique. Vincenzo Gioacchino Pecci, nonce apostolique à Bruxelles. Nommé légat pontifical à Bénévent, une enclave pontificale dans le royaume de Naples, les mesures énergiques du jeune prélat de 27 ans mettent fin au banditisme. Le pape Grégoire XVI le transfère ensuite à la légation pontificale de Pérouse 7. Il y organise la visite de Grégoire XVI dans ce diocèse de 20 000 habitants. Il y participe à la création d'une caisse d'épargne. En 1843, il est nommé archevêque titulaire, ou in partibu, de Damiette, 2, et reçoit l'ordination épiscopale, qui lui est conférée des mains du cardinal Lambruschini. Il est alors âgé de 32 ans. Il est aussitôt envoyé le 28 janvier 1843 en tant que nonce apostolique en Belgique. Le jeune diplomate y met fin à une opposition entre les universités de Namur tenues par les jésuites et de Louvain. Il entre en contact avec la famille royale belge et bénit le prince héritier Léopold, duc de Brabant et futur roi Léopold II, fils aîné du roi Léopold Ier et de la reine Louise-Marie d'Orléans, âgé de 8 ans. Il soutient l'opposition des députés catholiques contre le gouvernement de Jean-Baptiste Nothomb sur la question des jurys d'examen, opposition qui contraint le ministre à démissionner en juin 1845. Le roi Léopold Ier, soucieux de ne pas froisser la majorité catholique, soutint cette opposition et proposera le nonce au cardinalat dans une lettre au pape Grégoire XVI. Durant ce séjour belge, le comte Ferdinand de Mius, gouverneur de la Société Générale de Belgique, lui expliquera la nécessité pour l'Église de s'intéresser à la nouvelle industrie et au monde ouvrier. N'avait-il pas lui-même créé en famille la Société du Crédit de la Charité ? Archevêque de Pérouse. Devenu ensuite archevêque de Pérouse en 1846, où il resta jusqu'en 1877, il est créé par Grégoire XVI cardinal in pectore, c'est-à-dire en secret. À la mort de Grégoire XVI au cours de la même année 1846, l'ouverture des archives secrètes du Vatican dévoilera son titre de cardinal. Le successeur de Grégoire XVI, Pie IX répondit à la sollicitation de Léopold Ier en indiquant qu'il y pourvoirait, en temps convenable, et lui décerna le chapeau au consistoire du 19 décembre 1853. Il lui maintient son titre d'archevêque bien que Pérouse ne soit qu'un évêché. Le cardinal Pecci est alors âgé de 43 ans. Entre 1859 et 1866, le royaume de Sardaigne, avec l'aide de la France de Napoléon III puis des chemises rouges de Garibaldi, chasse les Autrichiens et leurs alliés de la péninsule, annexe leurs États ainsi que la moitié orientale des États pontificaux.
Le roi Victor Emmanuel II de Sardaigne se fait proclamer roi d'Italie, transfère sa capitale de Turin à Florence. Pérouse passe de la suzeraineté du pape à celle du roi d'Italie. L'indépendance de ce qui reste des États pontificaux ainsi que la ville de Rome sont protégés par l'armée française. En 1870, la défaite française face à la Prusse et la chute du Second Empire libère le roi d'Italie de la présence française et lui permet d'envahir puis d'annexer les États pontificaux et d'établir sa capitale à Rome. Les États pontificaux sont rayés de la carte. Le pape Pie IX se réfugie dans son palais du Vatican, où il se considère comme un captif. Devenu citoyen italien, le cardinal Pecci s'oppose aux exigences des représentants du gouvernement anticlérical de Victor Emmanuel II d'Italie 8 et condamne dans ses mandements les « erreurs modernes » 9 dans la ligne du syllabus de Pie IX dont il avait d'ailleurs demandé la rédaction 10. En septembre 1877, il est nommé cardinal camerlingue de la Sainte Église romaine. Le conclave de 1878. Le pape Léon XIII en 1878. Article détaillé, conclave de 1878. Après la mort de Pie IX, le cardinal Pecci est élu pape le 20 février 1878, à l'âge de 67 ans, au troisième tour de l'élection qui se tient dans l'enceinte du Vatican. Ce conclave de 1878, réunissant 62 cardinaux, le choisit peut-être en raison de sa santé fragile et de son âge, la majorité des cardinaux souhaitant un pape de transition après le long règne de Pie IX, 1846 à 1878, 11. Il a aussi la réputation d'avoir, graduellement mis au point une pensée personnelle, et d'avoir, un sens des réalités contemporaines, 12. Il prend le nom de Léon XIII en reconnaissance pour ses prédécesseurs Léon Ier le Grand, 461, et Léon XII, 1829. Après Pie IX, d'abord assez libéral puis conservateur et dogmatique après le virage des révolutions de 1848, et par ailleurs à l'origine du Concile de Vatican I, 1870, qui a proclamé l'infaillibilité pontificale, l'Église catholique et les fidèles découvrent la figure intellectuelle et diplomate qu'est Léon XIII. Alors que l'on craint pour sa santé au début de son pontificat, il déjoue tout pronostic et régnera pendant 25 ans, atteignant l'âge de 93 ans, inégalé depuis des siècles, et enterrant la plupart de ses électeurs. Le pontificat. Les principales encycliques. Rerum Novarum et le catholicisme social. Article détaillé, doctrine sociale de l'Église et catholicisme social. Sur les pas des catholiques sociaux, tels que Frédéric Ozanam, il se saisit de la question ouvrière, tout d'abord par son appui à la Conférence internationale de Berlin en mars 1890, puis dans l'encyclique Rerum Novarum du 15 mai 1891. Il y fustige la concentration, entre les mains de quelques-uns, de l'industrie et du commerce devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates, qui impose ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires, mais, tandis que Friedrich Engels publie les parties 2 et 3 de l'œuvre Le Capital de Karl Marx, mort en 1883, Léon XIII condamne le marxisme comme une « peste mortelle » pour la société. Dans ce document, Léon XIII critique également le libéralisme et son régime de concurrence effréné qui réduit les ouvriers à la misère, mais rejette le socialisme qui veut abolir la propriété privée, droit naturel, et instaurer la lutte des classes. Il recommande l'association fraternelle des travailleurs et l'intervention de l'État pour régler les rapports entre patrons et ouvriers. En 1891, l'encyclique Rerum Novarum est fondatrice du catholicisme social, évoquant les conditions de travail inhumaines de la classe ouvrière et les moyens pour les catholiques d'y remédier. Aterni Petris et la relance des études thomistes. Article détaillé, Aterni Petris. Thomas d'Aquin, aux origines du thomisme. Plusieurs initiatives 13 marquent la volonté de Léon XIII de promouvoir l'étude de la philosophie thomiste au sein de l'Église, appuyant ce modèle sur l'enseignement de Thomas d'Aquin. Ce renouveau est inauguré dès 1879 par la promulgation le 4 août de l'encyclique Aterni Petris sur la philosophie chrétienne et par la fondation le 15 octobre de l'Académie pontificale Saint Thomas à Rome 14.
Un travail de fond est entamé pour la publication des œuvres de Thomas d'Aquin, la recherche d'ouvrages inédits, la vérification et la confrontation des sources et manuscrits existants. 13. Confiée aux dominicains à travers la commission léonine, cette œuvre poursuit ses travaux jusqu'à nos jours. 13. Providentissimus Deus et les études bibliques. Articles détaillés, inhérence biblique, inspiration biblique, exégèse historico-critique de la Bible et crise moderniste. L'encyclique Providentissimus Deus, publiée en 1893, donne une impulsion aux études bibliques, demandant aux catholiques de pratiquer l'exégèse pour réfuter les accusations d'erreurs contenues dans la Bible. Cette encyclique réaffirme le principe de l'inhérence biblique énoncé lors du Concile Vatican I et récuse la notion d'auteur à propos des rédacteurs bibliques. La Bible, ayant Dieu pour auteur direct, ne peut contenir aucune erreur même concernant les faits scientifiques ou historiques. 15,16. Cette position sera remise en cause lors du Concile Vatican II avec la constitution des Verbum 17. Pour Christophe Siebold, le cardinal Camillo Moselle, parlant des textes de la Bible comme des choses et des assertions que Dieu a voulu faire écrire 18, a fortement influencé cette encyclique, de même que le cardinal Johann Baptiste Franzélin. Dans la mesure où celle-ci, estime Siebold, considère que Dieu est l'auteur littéraire des Écritures et que leur inspiration s'étend à toutes leurs parties, il conclut que cette école dite romaine, dont font partie Moselle ou encore Louis Billot, prend des allures franchement fondamentalistes. 19. C'est à ces conceptions que se heurtèrent, quelques années plus tard, Marie-Joseph Lagrange et surtout Alfred Loisy, principaux acteurs de la crise moderniste. 20. Émile Poulain note cependant que Léon XIII, en 1903, peu avant de mourir, a décidé de dessaisir le Saint-Office et l'index de la dénonciation portée contre Loisy par le cardinal français Richard, instituant une commission internationale pour les questions bibliques, dont Loisy considérait les membres comme à peu près tous honnêtes. 1. L'abbé Loisy sera néanmoins destitué de sa chaire d'exégèse biblique à l'école française de Rome dès 1893. Les encycliques sur les relations entre religion et société civile. Léon XIII en 1887. La condamnation du divorce. Dès 1880, Léon XIII publia Arcanum Divin, une première encyclique sur le mariage, qui veut en rappeler le sens authentique et s'attacher à condamner le divorce. Le XXe siècle assiste à une cristallisation ample et ouverte de remise en cause du mariage chrétien et de séparation de plus en plus marquée de route entre l'Église catholique et les États. En France par exemple, si la Révolution promulgua une loi sur le divorce en 1792 abrogée en 1816, le sujet redevint d'actualité, le rétablissant en 1884. Les trois encycliques politiques. La ligne papale sur ce thème s'exprime essentiellement au travers de ce triptyque 22. Deutéronome 23, parfois appelé Deutéronome Ilu, en 1881, qui traite de l'origine du pouvoir civil. Immortal des 23, en 1885, sur les rapports entre l'Église et l'État. Libertas Perstantissimum 2-3, en 1888, sur la liberté humaine. Les thèmes abordés sont essentiellement l'origine divine du pouvoir, l'attitude que les dirigeants devraient suivre pour se conformer à l'enseignement de l'Église, la reconnaissance de diverses formes de gouvernement, dont la démocratie, la dénonciation de diverses écoles de pensée et philosophie, laïcisme, libéralisme, naturalisme, socialisme, communisme, les réflexions sur la séparation de l'Église et de l'État, ou encore l'implication des laïcs dans la vie civile. Ces trois encycliques de Léon XIII constituèrent des sources du catéchisme de l'Église catholique publié en 1992. La condamnation de la franc-maçonnerie. En avril 1884, Léon XIII publiera aussi l'encyclique Humanum Genus contre la franc-maçonnerie, dans laquelle il énumère les nombreuses condamnations de celle-ci par ses prédécesseurs, constituant en cela un autre volet du manifeste catholique du contre-modernisme. Cette condamnation restera constante par la suite 24, notamment par la note publiée en 1983 par la Congrégation pour la doctrine de la foi 25. La condamnation de l'esclavage et de la traite humaine.
Enfin, en 1899, il rappelle dans l'encyclique In Plurimi l'opposition du christianisme à l'esclavage et la traite humaine, en opposition avec la dignité de tout baptisé, notamment au Brésil, mais aussi au Soudan et à Zanzibar. En gratitude pour l'engagement de l'impératrice du Brésil Isabelle contre l'esclavage, Léon XIII avait déjà remis à celle-ci en 1888 la distinction papale de la Rose d'or, 26. Autre encyclique. Alors que le dogme de l'Immaculée Conception a été promulgué par son prédécesseur Pie IX en 1854, Léon XIII publie pendant son pontificat 11 encycliques sur le rosaire et une 12e sur la Vierge Marie, s'insérant dans la longue liste des papes ayant promu la pratique de cette prière 27. Il est question du culte du Sacré-Cœur dans une des dernières encycliques de Léon XIII, Annum Sacrum, publiée le 25 mai 1899, portant sur la consécration du genre humain au Sacré-Cœur. Le gouvernement de l'Église et du Saint-Siège. La question romaine. Article détaillé, question romaine. À la suite de l'occupation des anciens États pontificaux et de Rome elle-même par les troupes italiennes en 1870, et tout comme son prédécesseur Pie IX, Léon XIII s'affirme prisonnier du Vatican, revendiquant ainsi ses droits à la souveraineté temporelle sur les États pontificaux toujours considérés comme usurpés par Victor Emmanuel II d'Italie décédé quelques semaines avant son élection et auquel a succédé son fils Humbert Ier d'Italie. Le 20 septembre 1900, Léon XIII dissout officiellement les États pontificaux, mettant ainsi la papauté en accord avec la réalité politique. En remerciement de l'engagement pris entre 1860 et 1870 par les ouaves pontificaux, des volontaires catholiques du monde entier qui avaient défendu par les armes le pouvoir temporel du pape, Léon XIII encouragea la nouvelle association des chevaliers pontificaux 28. La création de cardinaux. Article détaillé, liste des cardinaux créés par Léon XIII et évolution du collège cardinalis sous le pontificat de Léon XIII. Au cours de son pontificat, Léon XIII a créé 147 cardinaux au cours de 27 consistoires. Si la plupart étaient d'origine italienne, il créa une vingtaine de cardinaux français, dont les plus connus furent le cardinal Pie et le cardinal Lavigerie. C'est également lui qui créa cardinal Joseph Sarto, qui lui succédera sous le nom de Pie X. Parmi les autres cardinaux, l'anglais John Henry Newman, le frère du pape Léon XIII, Giuseppe Pecci, l'américain James Gibbon, auteur d'ouvrages et très actif dans la cause ouvrière, le français Benoît Langenieux, 1824 à 1905, évêque de Tarbes puis archevêque de Reims, Elzéar Alexandre Téchereau, 1820 à 1898, premier cardinal canadien. Enfin, Carlo Cristofori est le dernier prélat catholique qui n'était pas prêtre au moment de sa création comme cardinal en 1885. L'ouverture des archives du Vatican. Sceau des archives apostoliques du Vatican, avec des emblèmes de la papauté, les clés de Saint-Pierre et la tiare pontificale. Alors que la fin du siècle est marquée par un climat anticlérical et globalement hostile au catholicisme, Léon XIII lance dès le début de son pontificat un ambitieux programme d'approfondissement de la recherche historique concernant la papauté et l'Église. Les archives privées apostoliques du Vatican, devenues en 2019 archives apostoliques du Vatican, sont les archives centrales du Saint-Siège, regroupant tous les actes et documents concernant le gouvernement et l'activité pastorale du pape et des organismes du Saint-Siège, dont la Curie romaine. Elles sont parfois qualifiées à tort de « secrètes », dans la mesure où cet adjectif est à comprendre dans le sens qu'on lui donnait autrefois, c'est-à-dire privé ou réservé aux souverains. 29. En 1881, Léon XIII décide de commencer à les ouvrir à la libre consultation des chercheurs et universitaires. Le cardinal bavarois Joseph Jean Reuter en est nommé premier préfet. Dans cet élan, le pape Léon XIII instaure également une commission cardinalice pour l'étude des sciences historiques, transformée en 1954 par Pie XII en comité pontifical des sciences historiques.
L'École vaticane de paléographie, diplomatique et archivistique, le 1er mai 1884, destinée à former des spécialistes en paléographie et en histoire comparée, une sorte d'école des chartes, et dont la direction est confiée en premier lieu à Isidoro Cherini. Les papes suivants poursuivront et étendront l'accès aux archives 29. La révision de l'index. Instauré à l'issue du Concile de Trente, 1545 à 1563, l'Index Librorum Prohibitorum est une liste d'ouvrages jugés immoraux ou contraires à la foi catholique que les fidèles n'étaient pas autorisés à lire. Si Pie IX en restreignit déjà la portée, Léon XIII en a entrepris une révision importante avec l'Index Leonianus, formalisé par la Constitution apostolique Officiorum Ace Munerum, en 30 du 25 janvier 1897, restructurant, adoucissant et simplifiant l'index, tant sur la méthode et les procédures que sur la liste elle-même. 3.1. Initiatives apostoliques. Saints et docteurs de l'Église. Article détaillé, liste des canonisations prononcées par Léon XIII. Au cours de son pontificat, Léon XIII a présidé 4 cérémonies de canonisation, proclamant un total de 27 saints donnés comme modèles et intercesseurs aux croyants. Si la plupart sont d'origine italienne, 3 Français parviennent au honneur des autels, selon l'expression consacrée, Benoît-Joseph Labre, Pierre Fourier et Jean-Baptiste de La Salle, fondateurs de l'ordre des frères des écoles chrétiennes, consacrés à l'enseignement et à la pédagogie. Parmi les 35 docteurs de l'Église reconnus par l'Église catholique, plusieurs le devinrent à partir des années 1830, la dernière désignation remontant à 1754, essentiellement des Français, Pierre d'Amiens, Bernard de Clairvaux, Hilaire de Poitiers, Alphonse de Liguori et François de Sales, et dans cette dynamique, 4 le furent sous le pontificat de Léon XIII 32, tout père de l'Église, Cyril de Jérusalem et Cyril d'Alexandrie en 1882, Jean Damascène en 1890 et Bède le Vénérable en 1899. Le titre de saint patron a été attribué 3 fois par Léon XIII. Le 4 août 1880, en application de la politique de relance des études thomistes, Thomas d'Aquin comme patron des universités, des académies et des écoles catholiques 13. En 1886, Jean de Dieu comme patron des malades et hôpitaux, patronage qui sera étendu en 1930 aux personnels infirmiers. En 1897, l'Espagnol Pascal Bellon 33, frère mineur du XVe siècle, comme patron des congrès et des associations eucharistiques 34. L'approche unioniste avec les autres églises chrétiennes. Face à une mosaïque d'églises, l'action de Léon XIII envers l'Orient se développe dans une approche dite unioniste, au sens d'un appel à l'union à Rome des églises orientales 35,36. Sa vision de la Terre sainte s'inscrit dans plusieurs dimensions, spirituelle, diplomatique et apostolique. Le patriarcat latin de Jérusalem a été restauré en 1847, et un protectorat de la France à l'égard des chrétiens d'Orient s'est mis en place, à la suite de la guerre de Crimée. Une première étape fut franchie avec l'encyclique Sancta Dei Civitas 37 du 3 décembre 1880 recommandant notamment aux catholiques de soutenir financièrement l'œuvre d'Orient, fondée à Paris en 1856 et approuvée par Pie IX en 1858, et dont la mission est de venir en aide spirituellement et matériellement aux chrétiens d'Orient. Après l'accueil du Congrès eucharistique international à Jérusalem en 1893, où il se fit représenter par son légat le cardinal Benoît Langenieux, Léon XIII publia 2 autres lettres apostoliques, Praecelara Gratulationi 38 du 20 juin 1894, qui reconnaissait la valeur des rites des églises d'Orient puis Orientalium Dignita Ecclesiarum 39 du 30 novembre 1894. Enfin, 6 conférences patriarcales se tinrent à Rome du 24 octobre au 28 novembre 1894, présidées par le pape en personne 36. Par ailleurs, Léon XIII considère que le contexte politico-religieux marqué par le déclin de l'Empire ottoman et la formation de nouveaux États dans l'Europe danubienne et balkanique paraît favorable à des initiatives en direction des populations orthodoxes dont l'émancipation nationale s'accompagne en général de la revendication de l'autonomie ecclésiastique.
plusieurs initiatives voient le jour dont la reprise de liens diplomatiques avec la Russie 40. Ces initiatives resteront sans réelle suite concrète dans le domaine des relations interconfessionnelles 41, voire encore empreintes de polémique. Parmi les créations cardinalices, Léon XIII choisit Antoine-Pierre IX Assoun, patriarche de l'Église catholique arménienne, lors du consistoire de 1880. En 1895, il répartit la petite communauté des Coptes catholiques, environ 5000 membres, dans les 3 diocèses de l'Église copte catholique, administrés par le patriarche d'Alexandrie résidant au Caire. Il réorganise les grands ordres, en particulier l'ordre de Saint-Benoît en fondant la Confédération bénédictine en 1893 par le bref summum Saint-Pé. Le 24 janvier 1891, il approuve définitivement les constitutions des filles de Marie et de Joseph. Léon XIII authentifia la découverte des ossements retrouvés sous la cathédrale par l'archevêque de Compostelle comme étant les reliques de Jacques de Zébédée. Dans sa lettre apostolique de 1884 intitulée Deus Omnipotens, il rappelle avec force détail l'origine de Compostelle, reposant sur une tradition orale constante, répandue partout, qui remonte jusqu'aux temps apostoliques et confirmée d'ailleurs par des lettres publiques de nos prédécesseurs, évoquant à plusieurs reprises la présence à Compostelle du tombeau de l'apôtre sans la mettre en doute 42. C'est alors la reprise des chemins de Compostelle. La diplomatie. Portrait de Léon XIII par Philippe de Laszlo, 1900. Le souverain pontife doit compter avec l'anticléricalisme français qui expulse les congrégations, le Kulturkampf prussien qui tente de mettre sous tutelle de l'État les catholiques allemands, la méfiance de l'Italie mais aussi par exemple l'instabilité politique chronique de l'Espagne. Dans tous ces pays de longue tradition chrétienne en voie de laïcisation, le pouvoir du clergé est combattu, tandis que des théories révolutionnaires prônant la violence telles que le nihilisme russe ou l'anarchisme, se développent. L'autorité est aussi largement agressée, le tsar de Russie Alexandre II est assassiné en 1881, l'impératrice d'Autriche en 1898, le roi d'Italie en 1900. Relation du Saint-Siège avec la France. Devant les appels au renversement des institutions par certains catholiques français 43, Léon XIII rappelle la doctrine traditionnelle de la soumission des sujets à tous les gouvernements, quelle que soit leur forme, Toast d'Alger, encyclique au milieu des sollicitudes et lettres Notre Consolation 44. Il demande une réconciliation des différents courants politiques et l'union de tous les gens honnêtes, pour contrer le parti anticlérical au pouvoir et parvenir à la mise en sourdine, sinon à la suppression, des lois antireligieuses, comme en Allemagne. L'opposition d'une partie notable de catholiques aux directives de Léon XIII, à la suite de quelques figures influentes souvent laïques de l'Église de France, semble davantage idéologique que politique, plus gallicane que favorable aux principes monarchistes. L'opposition à ce qui sera désormais nommé le ralliement, a d'ailleurs pour origine, dès la fin de l'année 1892, les écrits d'Émile Dillon, un ami d'Alfred Loisy, dans un article anonyme de la Contemporary Review d'octobre 1892, relayé sinon plagié par un protestant allemand Friedrich Heinrich Gefgen, dans Léon XIII devant l'Allemagne 45, et un ancien ministre piémontais Ruggiero Bonghi. Ces 3 auteurs semblent s'être inspirés de la Société de Rome 46 écrit anticlérical d'Henri Durand Morimbaud dit Henri de ou sous le pseudonyme de comte Paul Vasili. Le jésuite Salvatore Brandi s'employa non sans succès, au début de l'année 1893, à réfuter Émile Dillon et Friedrich Heinrich Gefgen dans une série d'articles de la Civila Catholica, reprise en France dans l'Univers et la Revue des Deux Mondes, puis rassemblée en brochure La politique de Léon XIII 47. L'opposition aux directives du pape, sans être majoritaire dans une église de France profondément marquée par l'école ultramontaine, Louis-Édouard Py, Louis-Gaston de Ségur, Louis Veuillot, entre autres, influença néanmoins un certain nombre de catholiques. Ainsi, les dames dévotes de Bretagne et d'Anjou priaient pour la conversion du pape. 48, certains vont même jusqu'à soutenir qu'au véritable Léon XIII on a substitué un sosie. Les caves du Vatican contiennent une allusion à cette fable qu'on a répétée avec Paul VI.
La comtesse de Pange raconte 49 que son père, le duc de Broglie, a coutume d'inviter à déjeuner une ou deux fois par an les curés du voisinage. L'un d'eux, un peu échauffé par le vin de champagne dont il n'a pas l'habitude, n'hésite pas à lancer au dessert un « et quand je pense à ce monstre de pape » qu'il refuse de retirer. Prérogative du Saint-Siège, Léon XIII éleva 22 églises comme basiliques mineures en France, ce qui leur donna un titre honorifique et une dignité particulière 50 au sein des églises et des cathédrales. Article détaillé, liste des basiliques catholiques en France. Relations du Saint-Siège avec l'Empire allemand. Léon XIII et Bismarck. Les relations avec le nouvel empire allemand, proclamé à Versailles le 18 janvier 1871, sont rompues depuis l'arrivée au pouvoir du chancelier Bismarck. Toute la diplomatie de Léon XIII sera tournée vers l'apaisement progressif du Kulturkampf. Entre 1871 et 1887, le prince de Bismarck veut renforcer autoritairement et unilatéralement la solidarité des composantes de l'Empire et ce, au détriment de l'Église, notamment en rabaissant le parti catholique du Zentrum dont l'un des fondateurs est l'évêque de Mayence Wilhelm Emmanuel von Ketteler. Ainsi, toute critique de l'Empire, cela inclut non seulement la Prusse, mais aussi la Rhénanie prussienne à majorité catholique, est punie de prison. Il veut en fait mater l'esprit d'autonomie des Lorrains récemment annexés, et qui ont élu député le très francophile évêque de Metz Paul Dupont des Loges, et des Polonais de Prusse, de Posnanie et de Silésie, population catholique qui trouve en l'Église un refuge pour leurs activités patriotiques, et en même temps affaiblir l'identité catholique des pays rhénans, pas assez, prussiens, aux yeux du chancelier. Ce sont les mêmes procédés qu'ailleurs, mais menés tambour battant, mariage civil obligatoire, dissolution de toutes les congrégations, contrôle sur la nomination et la formation du clergé, loi scolaire, etc. Nonobstant, le chancelier de fer doit reculer et en 1882, Léon XIII réussit à rétablir les relations diplomatiques avec la Prusse. Le pape a soutenu, avec un certain succès, les évêques dans leur appui aux actions sociales et à la formation d'associations de laïcs d'entraide de travailleurs. Les évêques soutiennent aussi le parti Zentrum dont Bismarck a besoin des voix. Ainsi en 1887, les congrégations peuvent progressivement revenir et les lois les plus répressives de la précédente période du Kulturkampf ne sont plus appliquées. Cependant à l'extérieur, à partir du renouvellement de la Triplice en février 1887, puis avec l'abandon du traité de réassurance avec la Russie en 1890, le pape s'inquiète du caractère offensif du dernier système bismarckien dirigé contre la France. Relations du Saint-Siège avec l'Empire d'Autriche-Hongrie. En 1889, il est confronté au drame de Mölln. François-Joseph, l'empereur d'Autriche, devra envoyer 2 télégrammes pour obtenir la dispense permettant à son fils et héritier, mort dans des conditions scandaleuses, d'être inhumé chrétiennement. Le cardinal Mariano Rampolla del Tindaro sera soupçonné par le souverain autrichien de s'être opposé à cet acte de miséricorde du pape. L'empereur s'en souviendra. Lors du conclave de 1903, il usera de son droit d'exclusive afin d'empêcher le prélat, pourtant favori, de ceindre la tiare pontificale. Par ailleurs, Léon XIII sera de ceux dont l'héritier de l'Empire, François Ferdinand, arrachera une approbation pour épouser Sophie Chotek en dépit du désaccord de l'empereur François-Joseph 51. Relations du Saint-Siège avec l'Empire russe. Léon XIII a marqué une politique de détente et de rapprochement avec la Russie, notamment par la signature d'accords diplomatiques dès 1880, la reconnaissance des saints slaves Cyril et Méthode comme docteurs de l'Église 35. Il en résultera une détente notable des relations entre l'Empire russe et le Saint-Siège. Cette action diplomatique n'empêcha pas par ailleurs le pape de condamner dans une des premières encycliques, Code Apostolici Muneris, publié 28 décembre 1878, le socialisme, le communisme et le nihilisme, déclarés alors comme erreurs modernes. Si ces idées gagnent du terrain dans l'Empire russe, l'encyclique reste générique et ne pose pas de lien explicite avec la Russie.
Au début de son pontificat, Léon XIII envoie une missive au ton conciliant au tsar Alexandre II de Russie, dans laquelle il rappelle à son bon souvenir l'existence de ces sujets de confession catholique qui souhaitent vivre en loyaux sujets de l'Empire. L'empereur répond tout aussi courtoisement, promettant que ces sujets catholiques disposeront des mêmes droits que les autres. Les relations entre Pie IX et la Russie ayant été exécrables à cause de la question polonaise et rompues depuis 1870, et dans un contexte d'attentats contre des souverains. Léon XIII vers 1903. À plusieurs reprises, Léon XIII fait lire des lettres en chair, contre ces attentats. En réponse, des sièges épiscopaux reçoivent enfin l'approbation impériale et sont pourvus. Mais la question polonaise n'évolue guère, le Saint-Siège juge inacceptable l'usage du russe, langue administrative de l'Empire récemment imposée en Pologne dans l'enseignement et le catéchisme. Plus encore, des Ruthènes en majorité uniate ont été obligés de se placer sous la juridiction canonique de l'Église orthodoxe. Lorsqu'Alexandre II est assassiné, Léon XIII envoie, en 1881, au couronnement du nouveau tsar Alexandre III un prélat de haut rang pour le représenter 52. Alexandre III reconnaissant demande au pape d'exhorter les évêques de Pologne à ne pas apporter leur soutien au mouvement patriote polonais et à l'agitation politique. Les relations s'améliorent encore lorsque Léon XIII use de son influence pour rapprocher la Russie de la France. En effet, le pape voit d'un mauvais œil la création de la Triplice, qui réunit une Italie gouvernée par un ministère de gauche anticlérical et tentée par l'expérience voisine du Kulturkampf de Bismarck, un empire austro-hongrois miné par les nationalismes et un nouvel empire allemand qui a chassé les congrégations de son pays et promulgué des lois anti-catholiques. D'un autre côté, si le régime politique de la France est jugé insatisfaisant et instable, la Russie a besoin des capitaux français pour se développer et pour se défendre d'une Allemagne trop orgueilleuse à ses frontières, et tandis que la France souhaite sortir de son isolement diplomatique et contrecarrer la puissance de la Triplice. Après la mort d'Alexandre III en 1894, la question des uniates et de la langue en Pologne est réglée. Un accord de 1896 permet la fondation de nouveaux diocèses catholiques dans tout l'Empire. Dans une dynamique de développement du catholicisme 53, le nouveau tsar Nicolas II facilite le financement de la gestion du grand séminaire catholique de Saint-Pétersbourg. Des églises catholiques sont construites dans les grandes villes commerçantes de Russie, tandis qu'en Pologne les derniers sièges épiscopaux vacants sont pourvus. La nonciature de Saint-Pétersbourg ne rouvre pas. Relation du Saint-Siège avec le Royaume-Uni. Léon XIII en 1898. Depuis le milieu du XXe siècle, l'Angleterre est traversée par un mouvement de conversion, dit le mouvement d'Oxford, autour du cardinal Newman. Dans ce contexte, après avoir mandaté l'expertise d'un groupe d'experts réunis autour du cardinal Camillo Moselle, Léon XIII clarifie la position de l'Église vis-à-vis de l'anglicanisme 54 par la lettre apostolique Apostolicae Curae du 13 septembre 1896. Ainsi donc, il déclare nul le rite d'ordination sacerdotale anglican. En juin 1902, le jeune évêque Mary Delval représenta le pape au couronnement d'Édouard VII à Londres 55. Il était alors âgé de 34 ans, et connaîtra une brillante carrière notamment comme secrétaire d'État de Saint-Pie X. Relation avec l'Espagne. En 1885, à la demande du roi Alphonse XII d'Espagne, il élève la capitale du pays, Madrid, au rang d'évêché et crée le diocèse de Madrid. Relation du Saint-Siège avec l'Amérique du Nord. En 1899, par la lettre apostolique Testam Benevolenti Nostrae, il redresse certaines conceptions du catholicisme aux États-Unis, le libéralisme et le pluralisme religieux, en condamnant l'américanisme. Au Canada, après l'envoi d'un premier visiteur apostolique à la fin du pontificat de Pie IX, Léon XIII en envoya un second, en 1883 à 1884, puis Monseigneur Mary Delval, en 1897, et enfin y créa formellement une délégation apostolique le 3 août 189-1955. Relation du Saint-Siège avec l'Asie. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire ?
Léon XIII s'intéresse au développement de l'Église catholique en Asie. Inde, la lettre apostolique Humanae Salutis 56 datée du 1er septembre 1886 établit la hiérarchie catholique en Inde, alors sous domination anglaise. Quelques années plus tard, l'encyclique Ad Orienti Extremas Oros 57, 24 juin 1893, poursuit l'œuvre d'évangélisation dans ce pays en mettant l'accent sur la fondation de séminaires pour la formation d'un clergé autochtone ainsi que sur l'extension de postes missionnaires dans les régions non chrétiennes du pays. À partir des années 1880, Léon XIII relance des missions pontificales en Extrême-Orient et y noue des relations diplomatiques. 58. Japon, il rencontre Yamamoto Shinjiro qui est reçu en audience en tant que japonais catholique. Il l'encourage à persévérer et répandre la foi catholique en son pays. Benoît XV continuera son œuvre dans ce sens. Autre fait. Rencontre avec Thérèse de l'Enfant Jésus. Illustration de la rencontre entre Léon XIII et la future sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En novembre 1887, Thérèse Martin, la future sainte Thérèse de Lisieux, est en pèlerinage à Rome avec le diocèse de Coutances. Le 20 novembre, le pape Léon XIII les reçoit en audience. Désobéissant au protocole, Thérèse Martin profite alors du moment où elle salue le Saint-Père pour lui demander, en l'honneur du jubilé de ses 50 ans de sacerdoce, l'autorisation d'entrer au Carmel nonobstant son jeune âge, 15 ans. Au cours de ce bref dialogue, le pape lui répond, « Mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront », puis il la bénit et en lui indiquant, « Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » 59. Si la réponse l'avait laissé déçu, la jeune fille entra au Carmel de Lisieux quelques mois plus tard, le 9 avril 1888. Création de l'ordre pontifical Pro Ecclesia et Pontifice. Littéralement, pour l'Église et pour le pape, la distinction Pro Ecclesia et Pontifice a été instituée par Léon XIII le 17 juillet 1888 à l'occasion de son jubilé sacerdotal, 50 ans de prêtrise, et étendue en 1898 pour récompenser des services rendus à l'Église catholique. La décoration est en forme de croix grecque sur laquelle sont représentés Pierre et Paul, surmontés des armoiries pontificales. Le ruban est blanc et jaune, aux couleurs du Vatican. Premier pape filmé. Léon XIII est le premier pape à avoir été filmé. En 1896, le cinéaste Vittorio Calcina, représentant des Frères Lumière en Italie, l'immortalise dans un événement, probablement une messe, qui se déroule dans les jardins du Vatican 60. La fin du pontificat. Dégradation de sa santé. Le 30 juin 1903, le pape, alors nonagénaire, rapporte de légers sentiments de dyspepsie. Léon XIII contracte initialement un rhume lors d'une sortie le 3 juillet, mais celui-ci dégénère en une pneumonie. Cette nuit-là, il perd connaissance. Lorsqu'un médecin est appelé au chevet du pape, il détermine que l'huile de ricin avec laquelle Léon XIII avait tenté de se soigner avait dérangé son estomac et aggravé son état. Les neveux du pape sont immédiatement informés de la maladie de leur oncle, tout comme les cardinaux Mariano Rampolla del Tindaro et Luigi Oroglia di Santo Stefano, en leur qualité respective de secrétaire d'État et de camerlingue de la Sainte Église romaine. Le 4 juillet, le pape fait sa dernière confession au cardinal Serafino Vanutelli. Le jour même, il perd l'appétit et souffre d'essoufflement. Le lendemain, le médecin déclare qu'une hépatisation affecte les lobes supérieurs et moyens du poumon droit, tandis que Léon XIII souffre d'une faiblesse cardiaque considérable et de difficultés respiratoires malgré l'absence de fièvre ou de quinte de toux. Ce même jour, après avoir reçu les sacrements, le pape déclare « Je suis maintenant près de ma propre fin. Je ne sais pas si tout ce que j'ai fait a été bon, mais j'ai certainement obéi à ma conscience et à notre foi. » Le 6 juillet, on administre au pape une injection pour le soulager de la douleur qu'il ressent, alors qu'on rapporte que la pneumonie qu'il a contractée commence à se propager au poumon gauche. Le pape, qui avait un pouls imperceptible, a eu une nuit agitée et a dû recevoir de l'oxygène. Ce matin-là, il laisse entendre à ceux qui l'entourent qu'il préférerait que le cardinal Girolamo Maria Gotti lui succède lors du prochain conclave.
Lorsque les médecins demandent au pape de se reposer, afin de ne pas aggraver davantage sa santé déclinante, Léon XIII a déclaré « Si cela ne pouvait être utile, mais je ne crois pas que cela le serait. Le bref reste de ma vie doit être dévoué à Dieu et à l'Église, pas à mon pauvre confort. » Le pape perd connaissance mais se réveille pour recevoir les sacrements à 21h, avant de vivre une nouvelle nuit agitée. Léon XIII ne dort que 3 heures, mais une douleur intense le contraint à se réveiller immédiatement, le souverain pontife se plaignant de douleurs des 2 côtés du thorax qui oblige les médecins à le déplacer afin de lui offrir un meilleur confort. Sa situation devient réellement critique dans l'après-midi, où il reçut les derniers sacrements, alors que ses médecins constataient une soudaine détérioration. Le 7 juillet, le pape, affaibli, demande qu'on ouvre les volets de sa fenêtre, déclarant « Je souhaite revoir une fois de plus, peut-être pour la dernière fois, les rayons du soleil ». Dans les nuits suivantes, le pape souffre de plusieurs crises de toux, transpirant abondamment en raison de sa fièvre montante. La santé de Léon XIII s'améliore légèrement le 10 juillet, lorsqu'il reçoit des pèlerins hongrois. Cependant, épuisé, il s'effondre peu après cette ultime réunion. Mort et funérailles. La dépouille embaumée du pape Léon XIII exposée dans la basilique Saint-Pierre de Rome, lors de ses funérailles, le 25 juillet 1903. Après plus de 25 ans de règne, Léon XIII meurt le 20 juillet 1903 à 15h50, dans sa chambre du Palais du Vatican après s'être confessé une dernière fois, à l'âge de 93 ans. Les membres du Saint-Siège ont annoncé l'heure de sa mort à 16h04 lorsqu'elle fut formellement confirmée. Officiellement, le pape est mort d'une pneumonie, suivie d'une pleurésie hémorragique. Lors des funérailles, le 25 juillet 1903, le corps du pontife est exposé dans la basilique Saint-Pierre de Rome, avant d'y être inhumé. En 1924, 21 ans après sa disparition, le cercueil est transféré dans la basilique Saint-Jean de Latran. Le conclave de 1903. Article détaillé, conclave de 1903. Giuseppe Melchior Sarto sera élu pape en 1903, succédant à Léon XIII et prenant le nom de Pie X. L'état d'esprit du pontificat. La question romaine a dépouillé le pape de son pouvoir temporel, réduit à la Cité du Vatican. Léon XIII inaugure donc un nouveau style de pontificat, et fait entrer l'Église dans le XXe siècle, quand le cardinal Vincenzo Gioacchino Pecci est élu pape sous le nom de Léon XIII le 20 février 1878, la papauté se trouve dans une situation tout à fait inédite, elle n'est plus souveraine sur le plan temporel, elle ne dispose plus d'aucun support territorial. Le mérite de Léon XIII sera d'en tirer les conséquences et d'inventer une nouvelle façon d'exercer le ministère suprême dans l'Église ou, si l'on préfère, la façon d'être pape, dans le contexte d'une société moderne en voie de constante démocratisation et sécularisation. La papauté nouvelle qu'il incarne, détachée de toute préoccupation liée à des intérêts de nature temporelle et prenant progressivement conscience du rôle de l'opinion publique dans la vie politique des États démocratiques contemporains, se veut une papauté ouverte à l'universel, s'efforçant d'exercer une sorte de magistère moral sur le monde des nations 61. Léon XIII n'en resta pas moins convaincu de la primauté devant être accordée à Dieu et ancrée dans l'Église catholique, la conviction qu'exprimait Léon XIII, dans sa première encyclique Incrustabili de Concilio, 21 avril 1878, était que, tous les maux de la société moderne avaient leur principale cause dans le mépris et le rejet de cette sainte et très auguste autorité de l'Église qui gouverne le genre humain au nom de Dieu, et qui est la sauvegarde et l'appui de toute autorité légitime. 62. Un pape, intellectuel. Le monument de Léon XIII dans la basilique Saint-Jean de Latran, Rome. On a pu considérer que les encycliques du pape Léon XIII, au nombre de 86, étaient savantes et que peu de gens les ont lues jusqu'au bout, mais elles ont eu une influence notable sur la participation des catholiques aux grands débats intellectuels et socio-politiques de leur époque. Il a renouvelé l'enseignement des séminaires et des universités pontificales, fait progresser les études bibliques et patristiques et ouvert les archives du Vatican. Son libéralisme.
À la suite de son prédécesseur, s'il développe une nouvelle forme d'intransigeantisme 62, foncièrement anti-moderne 63, auquel il donne une forme plus conquérante, qui s'attaque au présent 64 afin de reprendre l'initiative, 63 et proposer un catholicisme de mouvement, 65, c'est surtout la prudence qui caractérise son pontificat. Au contraire du style plus lapidaire de Pie IX, illustré par exemple dans le Syllabus, Léon XIII quant à lui développe son sens de la pédagogie dans des encycliques, s'appuyant souvent sur ses prédécesseurs et ouvrant la voie à ses successeurs, sur des thèmes traditionnels comme sur des thèmes nouveaux. Il poursuit inlassablement sa défense de la liberté de l'Église face aux nouveaux problèmes de la modernité, rupture entre le prolétariat et les classes aisées, mainmise du pouvoir politique sur l'enseignement dans différents pays d'Europe, laïcisation des consciences et problème de la dissolution des congrégations en France, encyclique Nobilissima Gallorum Jean, et dans d'autres pays. Hommage. Ses successeurs le citèrent régulièrement dans leurs écrits, notamment Pie XI, Pie XII, Paul VI et Jean-Paul II dans plusieurs de leurs encycliques. Une rose blanche du nom de Léon XIII lui est dédiée en 189-1066. En France, un collège de Châteauroux est nommé en son honneur 67. Fait rare s'agissant d'un pape, les armoiries de Léon XIII et sa devise, Lumen Inclo, figurent au frontispice de l'église de Rennes-le-Château. Elles subissent toutefois une modification, la comète y étant représentée dans le sens inversé, c'est-à-dire se levant à l'occident et tournée vers la droite, par rapport aux armoiries du pape. Dans l'église de Saint-Jean-Gou de Cissé, une peinture du cul-de-four de l'abside représente ces armoiries. Une rue de Bruxelles porte le nom de Léon XIII, 68. Une place de la ville de Luxembourg porte le nom de Léon XIII, 69. Notes et références. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé « Pope Léo XIII », voir la liste des auteurs. Références. Doggy Ford, Joyce N. T. Tidd, Not for Dubliners and a Portrait of the Artist as a Human, University of California Press, 1982, 106 p. ISBN 970-520-04610-8, lire en ligne archive. Carnoy, Henri, Dictionnaire biographique des membres du clergé catholique, Paris, Armorial, 1903, lire en ligne archive, p8. Lodovico Pecci, 2 juin 1767, 8 mars 1833, et son épouse Anna Francesca Prosperi, décembre 1772, 5 août 1824, mariés le 27 novembre 1791, sont parents de 7 enfants, 1. Carlo Ludovico, 23 novembre 1793, 29 août 1879, célibataire, 2. Anna Giovanna Francesca, 23 mai 1798, 1870, 3. Caterina Maria Flaminia, 3 novembre 1800, 1867, épouse du chevalier Lali de Ferentino, 4. Giovanni Battista, 20 octobre 1802, 28 mars 1883, 5. Giuseppe, 15 décembre 1807, 8 février 1890, 6. Vincenzo Gioacchino, Léon XIII, et 7. Ferdinand, 6 janvier 1816. 1835, source, Le Figaro, supplément littéraire du dimanche, 31 décembre 1887. Henri Durand-Morimbaud, Histoire de Léon XIII, Paris, 1900, p. 45 à 62. Henri Durand-Morimbaud, Histoire de Léon XIII, Paris, 1900, p. 82. Le Collège romain, Université grégorienne, venait d'être rendu aux jésuites par le pape Léon XII. De Tserclaes, le pape Léon XIII, des clés, de Brauer, 1894, T1, p. 66, sur l'Annonciature en Belgique, T1, ch 3. De Tserclaes, le pape Léon XIII, T1, Lille, des clés, de Brauer, 1894, p. 164, lettre au marquis Pepoli, du 21 février 1863. Œuvre pastorale de S.E. le cardinal Joachim Pecci, Lille, Soc.
Saint-Augustin, Desclés, 1888. Abbé Pierre Hourat, le Syllabus, études documentaires, Paris, Blount, 1904, p. 7 à 8. Maurice Larkin, l'Église et l'État en France. 1905, La crise de la séparation, Privat, 2004, p. 28. Yves Chiron, Histoire des Caen-Claves, Perrin, 2013, ISBN 978-226202308-9, p. 145 à 148. Adriano Oliva, O et Marta Borgo, Comissio Leonina, Histoire, Chronologie essentielle archive. En, The Pontifical Academy of Saint Thomas Aquinas Archive. En, R.J. Coleman, Biblical Inerrancy, Are We Going Anywhere? Theology Today, volume 31, No 4975, p. 295-303, DOI 10.1177-004057367503100404, S2 site 170 389 190. En, Ronald Andel, The Dream of a Perfect Text, Textual Criticism and Biblical Inerrancy in Early Modern Europe, dans J.J. Collins, Siebles, Scriptures and Scrolls, John Collins at 70, Brille, 2017, p. 517 à 541, p. 524 à 531. À la p. 529, Andel écrit, La doctrine de l'inhérence absolue et de la lecture littérale de l'intégralité des détails est une invention ultérieure au Concile de Trente due à la controverse entre catholiques et protestants. En, Denis Farfas-Falvy, The Treatment of Inerrancy in the Verbum, dans Matthew L. Lang et Matthew Levering, Vatican II, Renewal Within Tradition, Oxford University Press, 2008, ISBN 9780195332681, p. 86 à 88. De Virtutibu Infusi, Praelectiones Chalistico-Dogmaticae, 3e édition, Rome 1884, p. 526, cité par C. Siebold, dans L'apologétique historique d'Alfred Loisy, paru dans les études historiques qui suivent la première édition du manuscrit inédit de Loisy, La crise de la foi dans le temps présent, Brepoles, Tournout, 2010, p. 587 à 693, p. 623. C. Siebold, article cité, p. 626. Confère par ex. Bernard Montagne, Le Père Lagrange, 1855 à 1938, L'exégèse catholique dans la crise moderniste, Serres, 1995, 246 p. ISBN 978-2-204-05-13116, lire en ligne archive. Émile Poula, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, Albin Michel, Paris, 1996, p. 333. Roberto de Mattei, Le ralliement de Léon XIII, Paris, Les éditions du Cerf, 2016, ISBN 978-2-204-10555-2, p. 116 à 117. Site internet du Vatican, Léon XIII, documents, encyclique archive. Véronique Jacquier, Les papes contre la franc-maçonnerie, France catholique 3 juin 2021, lire en ligne archive. Saint-Siège, Congrégation pour la doctrine de la foi, déclaration sur l'incompatibilité entre l'appartenance à l'Église et la franc-maçonnerie archive, 26 novembre 1983. Aletheia, pourquoi le pape offre-t-il des roses dorées chaque année? Archive, 16 mars 2023. Vatican News, Jean-Charles Puizzolu, Les papes et la prière du rosaire archive, 24 avril 2020. Association des chevaliers pontificaux archives. Florian Michel, Les archives secrètes Vaticans, des sources pour l'histoire des relations internationales, bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, volume 36, No 2 2012,
p. 131, ISSN 1276 à 8944 et 1775 à 4305, DOI 10.3917/bipre.036.0131, lire en ligne archive, consulter le 13 septembre 2023. Vatican, Léon XIII, document, Constitution apostolique archive. Auguste Marie-Félix Boudinnon, abbé, la nouvelle législation de l'index, texte et commentaire de la Constitution Officiorum Muniorum, Paris, Le Thielleux, lire en ligne archive. Sénévé, Journal des aumôneries chrétiennes de l'École normale supérieure et de l'École nationale des chartes, les docteurs de l'Église archive, 2022. Saint-Pascal Bellon sur la base nos mini-archives. Vaubourg, Marie Mansuy, le patron des congrès et des œuvres eucharistiques, Saint Pascal Bellon, franciscain, sa vie, son patronage, son culte, 2e édition revue et augmentée, Paris, Société Saint-Augustin, 1911, lire en ligne archive. Pettinaroli, Laura, chapitre 2. La diplomatie vaticane à l'épreuve russine, la politique russe du Saint-Siège, 1905 à 1939, publication de l'École française de Rome 2015, lire en ligne archive. Jean-Dominique Durand, Les papes et la Terre sainte, 1878 à 2013, Relations internationales, volume 173, No 1 2018, p. 113 à 132, lire en ligne archive. Vatican, Léon XIII, document, encyclique archive, 3 décembre 1880. Vatican, Léon XIII, Lettres apostoliques archives, 20 juin 1894. Vatican, Léon XIII, Lettres apostoliques archives, 30 novembre 1894. Vatican, Léon XIII, Lettres apostoliques, Epistola Apostolica SSMIDN Liones 13 at Principe Populos Universos, Occasion sui Jubilae Episcopalis archive. Église catholique à Paris, catholique et orthodoxe depuis 9 à Jean-Xieux, première partie, reprise d'un article du Bulletin de l'œuvre d'Orient archive, 2016. Institut de recherche Jacquer, IRJ, de Léon XIII à Benoît XVI, l'évolution du discours sur Compostelle archive, 2010. Paul de Cassagnac, Pour Dieu, pour la France, p. 521, T1, le nom du gouvernement, en pareil cas, importe peu. Ce serait la royauté, il faudrait la renverser. Ce serait l'Empire, il faudrait le renverser. C'est la République, il faut la renverser. Notre consolation, 3 mai 1892, Léon XIII archive, sur Vatican.va, consultez le 6 janvier 2022. Henrik Jeffgan, Léon XIII devant l'Allemagne, Paris, Dentu, 1892. Comte Paul Vasili, alias Henri Durand Morimbaud, alias Henri Déhoux, La Société de Rome, Paris, Nouvelle Revue, 1887. Salvatore Brandi, S.J., La politique de Léon XIII, Paris, Le Thielleux, 1893. Anatole France, l'Église et la République, 1904, réédité par BiblioLife, 2009, ISBN 978 110-86759-2, p. 30. Comtesse de Pange, Comment j'ai vu 1900, Bernard Grasset, 1962. Laurent Ridel, Les basiliques, des églises mal comprises archives, 2020, consultez le 2 septembre 2023. Christopher Clark, Les somnambules. Été 1914, Comment l'Europe a marché vers la guerre, Flammarion, au fil de l'histoire, 2015, ISBN 9782081312807, p. 118 à 119. Tiki, Jean-Marc, La représentation du Saint-Siège au couronnement des tsars Alexandre III, 1883, et Nicolas II, 1896. 2 étapes dans les relations vaticano-russes, École française de Rome, 2006. Pettinaroli, Laura, Prêtres et religieuses français en Russie, impact religieux, culturel et social de la présence d'un clergé catholique étranger dans l'Empire, 1890 à 1917, La France et les Français en Russie, Nouvelles sources et approches, 1815 à 1917, vol.
Paris, publication de l'École nationale des chartes 2011, lire en ligne archives. Bulle apostolique Cure, 1896. Nonciature apostolique au Canada, Histoire archive. La, Vatican, Léon XIII, Lettres apostoliques, Litra Apostolica ESSDN. Lionus XIII de Hierarchica Episcopali in Indii Orientalibus Instituanda Archive. La, Vatican, Léon XIII encyclique, Epistola SSMIDN. Lionus XIII de Collogi Clericorum in Indii Orientalibus Instituandi Archive. Olivier Sibre, la Saint-Siège et l'Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon, de Léon XIII à Pie XII, 1880 à 1952, École française de Rome, 2012, ISBN 978-2-7283-0921-4. Jean Chalon, Thérèse de Lisieux, Une vie d'amour, Paris, France Loisirs, 1997, ISBN 2-7441-0423-X, p. 112 à 118. La plus vieille vidéo du pape enfin colorisée. Le résultat est stupéfiant. À l'été, il y a 26 octobre 2021, lire en ligne archive. Philippe Chenot, l'exercice du magistère pontifical depuis 1870, Communio, volume numéro 255, no 1er janvier 2018, p. 65-73, ICSN 0338-781X, DOI 10.3917-commun.255.0065, lire en ligne archive, consulter le 13 septembre 2023. Bernard Laurent, préfet Millepoula, Léon XIII ou le renouveau de l'intransigeantisme, dans l'enseignement social de l'Église et l'économie de marché, Parole et silence, 2007, ISBN 9782845735552, p. 99 à 105. Daniel Hervieux-Léger, Vers un nouveau christianisme. Introduction à la sociologie du christianisme occidental, Serres, 2008, 395 p. ISBN 978-2-204-08742-1, lire en ligne archive, p. 254. Émile Poula, Catholicisme, démocratie et socialisme, Casterman, 1977, 562 p. ISBN 978-2-203-29054-9, lire en ligne archive, p. 115. Émile Poula, Catholicisme, démocratie et socialisme, Casterman, 1977, 562 p. ISBN 978-2-203-29054-9, lire en ligne archive, p. 104. Journal des Roses, 1896, page 41 et suivante archive. Accueil archive, sur Léon XIII, consulté le 19 avril 2022. Rue Léon XIII Inventaire du patrimoine architectural archive, sur monument.reretige.bruxelles. Place Léon XIII, Luxembourg, Bonnevoie, archive. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Léon XIII, sur Wikimedia Commons. Léon XIII, sur Wikiquote. Bibliographie. Ouvrages généraux. Christian Ambrosi, L'apogée de l'Europe 1871 à 1918, Paris, Masson, 1975. Émile Poula, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, suivi de la réflexion d'Alphonse Dupron, 1962, Albin Michel, 1996. Paul Vial, L'Europe et le monde de 1848 à 1914, Paris, Hachette, 1968. Études spécialisées. Martin Dumont, Le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français au lendemain du ralliement, 1890 à 1902, Paris, Honoré Champion, 2012. 2. Jörg Ernesti, Léo XIII, Papst und Staatsmann, Herder, 2019, 516 pages.
Philippe Levillain, d'hier, et Jean-Marc Tichy, d'hier, le pontificat de Léon XIII, Renaissance du Saint-Siège, publication de l'École française de Rome, 2006, 523 p. Lire en ligne archives. Roberto de Mattei, Le ralliement de Léon XIII, l'échec d'un projet pastoral, Serres, 2016, 482 pages. Xavier de Monclos, Le toast d'Alger, document, 1890 à 1891, Paris, de Bocard, 1966. Micheline Mouradian, Le pape Léon XIII et la relance en France du Saint Voyage à Compostelle, les réactions dans les diocèses de France, acte des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, édition du CTHS, vol. Le pèlerinage de l'Antiquité à nos jours, Voyages et voyageurs, 2012, p. 193 à 208, lire en ligne archives. Article connexe. Prisonniers du Vatican. Cardinaux créés par Léon XIII. Histoire de la papauté. Prières léonines. Liens externes. Ressources relatives à la musique, Discography of American Historical Recording Disco Music Brands Répertoire international des sources musicales. Ressources relatives à la religion, Catholic Hierarchy Cardinal of the Holy Roman Church Dictionnaire de spiritualité. Ressources relatives aux beaux-arts, British Museum National Portrait Gallery Union List of Artist Names. Ressources relatives à la vie publique, Documents diplomatiques suisses 1848 à 1975. Ressources relatives à plusieurs domaines, Audi. Ressources relatives à la recherche, Percé. Ressources relatives à l'audiovisuel, IMDb. Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes. Biographie Portal van Nederland Archives Britannique Archives Broco Archives den Store Dansk Encyclopédie Archives Dutch Biographie Archives Dizionario Biografico degli Italiani Archives Dizionario di Storia Archive Archive.li Archive Encyclopédia Italiana Archive Encyclopédia de Agostini Archive Encyclopédie de l'Ukraine moderne Archive Geraen Encyclopédia Catalana Archive Hrvatska Encyclopédija Archive Larousse Archive Prolexi Encyclopédija Archive Store Norsk Lexicon. Archive Trecani Archive Universali Archive Visuotin Lietuvi Encyclopédija Archive. Notice d'autorité, Viafisni BNF, données, Idrefluggen d'Italia Ponsigny Espagne Belgique Pays Bas Poloniera El Nucat Catalogne Zued Vatican Worlda. Texte de Léon XIII Archives sur le site du Vatican. 1 Archives et 2 Archives images et voix du pape filmées et enregistrées, 1896 et 1903. Masqué. Pape de l'Église catholique. Précédé par suivi par. Pie IX. Léon XIII. Pie-X. Affiché. VM. Léon XIII, Carpineto Romano, 1810, Rome, 1903. Affiché. VM. Pape de l'Église catholique. Icône décorative portail du catholicisme. Icône décorative portail du christianisme. Icône décorative portail du Vatican. Icône décorative portail de l'Italie. Icône décorative portail de la théologie. Catégorie, Léon XI pape italien pape du XXe siècle pape du XXe siècle théologien catholique du XXe siècle évêque de Pérouse évêque catholique du XXe siècle cardinal italien du XXe siècle cardinal créé par Pie X personnalité de la curie romaine camerlingue de la Sainte Église romaine nonce apostolique en Belgique ralliement, catholicisme en France, antimaçonnisme catholique anticommuniste italien naissance en mars 1810 questions romaines personnalité liée à la crise moderniste décès en juillet 1903 décès à Rome décès à 93 ans naissance à Carpineto Romano et la dernière modification de cette page a été faite le 10 octobre 2024 à 22h02. Droit d'auteur, les textes sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipédia symbole marque déposée est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, INC, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501, c. 3, du Code fiscal des États-Unis. Politique de confidentialité accent grave propos de Wikipédia avertissement contact code de conduite et développeur statistique et déclaration sur les témoins, cookies, version mobile. Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki.